c'est un gouvernement, d'abord, ils sont incompétents, ensuite, ils sont méchants et cyniques, ils prennent plaisir à ridiculiser, à humilier le peuple congolais. Il n'y a Alors, et jamais donc eu. vous dites pour une fois. Alors, pour une fois, lesquels peuvent être sanctionnés finalement? Maintenant, le cas présent, pour nous, Pape, les premiers responsables directs, c'est le président, le premier ministre, chef du gouvernement, avec son ministre de la Défense, son ministre de l'Intérieur, et quand on descend dans la hiérarchie opérationnelle, il y a le chef d'état-major général, il y a les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie qui ont tous été directement impliqués dans l'organisation de cette opération. Alors, et ensuite, tous leurs supplétifs qui ont conçu et exécuté la procédure qui nous a menés à ce drame. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous savoir nombreux. Merci de nous rejoindre sur TELAR TV R7, la renaissance de l'Afrique. Avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Anyangoy sur le drame d'Ornano, survenu, vous le savez, le mardi 21 novembre 2023 à Brazzaville. On déplore plusieurs dizaines de morts, des jeunes partis pour se faire enrôler dans l'armée, mais qui ont trouvé la mort. Un petit qu'on a vu avant-hier, subitement il est parti. Et pour nous, on s'est dit que peut-être que c'est le gouvernement qui avait mal organisé les choses. Si les choses étaient bien organisées, ça ne devait pas se produire de la sorte. Même... Nous sommes ici pour plairer notre ami qui est parti brusquement. Crime organisé ou simple accident, qui sont les premiers responsables à être interpellés, que peut attendre le peuple congolais d'un régime qui n'a que trop tué d'innocents congolais, mais aussi gangréné de la corruption, de l'injustice, de la concussion, de la léthargie, bref, autant des préoccupations auxquelles vont tenter de répondre notre invité. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian Perrin, un plaisir toujours de t'avoir sur ce plateau. Il s'est passé déjà quelque temps, je ne m'étais plus présenté parce que j'avais quelques soucis de santé, maintenant ça va. Merci Jean-Pierre, vous êtes ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, consultant, président du Parti du peuple, le PAP. Alors, au regard des éléments qui s'accumulent sur les circonstances du drame d'Ornano, peut-on penser à un crime organisé ou simple accident? Christian Perrin, parler d'accident, ce serait vraiment prendre cet événement comme un événement isolé. Mais l'observation des pratiques de ce gouvernement ou des gouvernements successifs du système ou de l'État PCT nous amène à penser que c'est encore un crime organisé. Parce qu'on ne peut pas concevoir pour des structures, des administrations bien structurées, organisées et de surcroît il s'agit de l'armée, quand le président de la République annonçait ce recrutement, je crois, en début d'année ou lors de l'état de la nation en novembre de l'année passée, il disait que courant 2023, il y aurait un recrutement et il a précisé que ce recrutement se fera dans la rigueur. Il sera décidé en 2023 un petit recrutement. Ce sera toujours un recrutement de volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce recrutement se fera
Et ce sera justement l'occasion de recruter quelques centaines ou un millier de volontaires ou un millier et demi, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour d'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. Donc, qui dit rigueur, dit discipline, dit organisation. Alors, comment peut-on concevoir qu'un recrutement de plusieurs jeunes puisse être organisé la nuit, au-delà même de 23 heures? Le commissaire est venu l'après-midi ce soir. Donc aujourd'hui, à 1h, ils nous ont... Vous étiez présent à 1h? Nous étions là, puisque la cour était dehors. Oui. Nous étions à l'intérieur. Oui. Et dehors avec les services. Parce que j'ai parlé la police, j'ai parlé la gendarmerie, j'ai parlé la police. Donc la cour nous a pris à partir d'1h, et ils voulaient rentrer. J'ai passé nuit ici. Je suis arrivé ici depuis hier à 5 h du matin. Nous étions ici à ces heures-là parce que nous savions que les recrutements se font la journée. Mais quand nous sommes arrivés, les recruteurs nous ont fait savoir que la journée, il n'y avait pas de place. Il fallait revenir la nuit. Nos dossiers seront enregistrés la nuit. Nous y sommes restés jusqu'à tard dans la nuit. C'est eux-mêmes qui nous ont demandé d'être ici la nuit. Ce n'est pas nous. Ils nous ont demandé d'être là à 1h du matin. Il y avait vraiment du monde. Contraire aux lois de l'État, le travail au Congo s'arrête à 14 heures. Et comment les gens de l'État-major, les gens du ministère de la Défense, les gens du ministère de l'Intérieur peuvent concevoir l'organisation d'un enrôlement massif des jeunes à 23 heures quand on sait que les jeunes Congolais sont frappés d'un chômage de masse, d'un chômage chronique, et que une des rares occasions qui leur est offerte, et laquelle c'est l'enrôlement dans l'armée, alors ces jeunes ne pouvaient qu'aller en masse. Donc, comment les services de sécurité n'ont pas pu imaginer, concevoir que cela allait exposer l'organisation à un désordre, à un débordement. Donc, s'ils l'ont fait, au-delà de l'incompétence, je dis que c'est quelque chose de prémédité. Qui viole les lois et règlements de la République est un criminel ou un voyou ou un délinquant. Alors, vous avez rendu public une déclaration dans laquelle vous exigez l'établissement et la responsabilité individuelle et collective et l'application, pour une fois, dites-vous, vous insistez, je retiens un peu cela, pour une fois, des sanctions exemplaires à l'endroit des principaux dirigeants concernés. Pour une fois. Oui, je dis bien pour une fois, et ça a tout son sens, parce que nous connaissons dans ce pays plusieurs actes qui méritent d'être punis, d'être réprimandés, que ce soit au niveau de la gestion, la mauvaise gouvernance, les crimes économiques, les détournements des biens publics ou des finances publiques, les délits comme les viols. Le dernier cas en mémoire, c'est la situation de l'adjoint au maire de Brazzaville, au Cana, exposé et exhibé par le procureur de la République, qui aime faire du cinéma. Il vient, il le présente, il interroge, et puis il dit, bon, il le conduit à la maison d'arrêt. Et le même jour ou le lendemain, on apprend qu'il était mis en résidence surveillée. Et après, on dit qu'il a disparu. Alors, voyez-vous. Il était mis plutôt dans un avion, alors. Il était plutôt mis dans un avion. Bon,
L'autre cas avant celui-là, c'est le cas de la ministre Mikolo qui a détourné les fonds du FIGA. Ça a été décrié et on a eu les comptes rendus. Elle a été entendue avec son complice, le directeur général du FIGA, par le Parlement. La responsabilité a été établie et le Premier ministre a dit qu'il y avait encore des enquêtes et on n'en parle plus. Donc, on peut comme ça citer. Oui, il y a eu aussi la disparition de 9 milliards à la Caisse nationale des retraites. Et comme vous dites, hein, les exemples, on peut continuer à les citer, on n'en finira pas. Les légions. Alors, et donc, vous dites pour une fois, alors, pour une fois, lesquels peuvent être sanctionnés maintenant, pour le cas présent, pour nous, pape, les premiers responsables directs, c'est le président, le premier ministre, chef du gouvernement, avec son ministre de la Défense, son ministre de l'Intérieur, et quand on descend dans la hiérarchie opérationnelle, il y a le chef d'état-major général, il y a les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie qui ont tous été directement impliqués dans l'organisation de cette opération. Alors, et ensuite, tous leurs supplétifs qui ont conçu et exécuté la procédure qui nous a amené à ce drame. Parce qu'on ne peut pas concevoir, une fois de plus, je dis, que des dirigeants avertis, des dirigeants intelligents, des dirigeants expérimentés et de quoi des domaines de la défense et de la sécurité ne puissent pas imaginer que vouloir organiser un recrutement de 1000 personnes ou 700 personnes en un seul endroit avec des candidatures ouvertes à une jeunesse massivement en chômage devait nécessairement attirer l'afflux. Et quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour que ces jeunes soient contenus? Donc, je dis, c'est un fait sciemment. Et quand on connaît la réalité des recrutements dans ce pays, on est presque persuadé que le vrai recrutement a dû déjà être opéré, soit en monnayant, soit en privilégiant les parents, et que ce qui a été organisé au stade Ornano a été plutôt une mise en scène et une mise en scène dramatique. Dramatique parce que, évidemment, certains témoignages font état, bien sûr, de la menace qu'auraient subi ces jeunes par les agents de sécurité qui, normalement, étaient là pour assurer, bien entendu, la sécurité, mais qui ont commencé à chicoter finalement ces jeunes. Et dans cette débandade, s'il faut dire ça comme ça, cette panique, voilà que finalement, voilà, ça tournait au drame, comme on le dit. Parce que nga moko na kuana sur le terrain. Bato belé ba le batango procureur akomaki o kutukutu ba portail ekoyela ki bato c'était le document bato misu ba kufa ki na ba chicote. Babola ki moko wana na même na vidéo moko ba bolier ceinturon na muto abutu epandi amo crier monsieur je suis blessé albe ça je m'en fous. Nga moko na telemaki wana to ki pa nga moko pe na ki parmi ba centaine de personnes ba kota ki na kata o na no liboso. Nga moko na zala kwana ba ko chicote bato na ba maka ba nzeta boy. Maka ba nzeta boy ya ba balai. Ba ko chicote bato. Donc, il y a qui grave. Il y a grave. Et je vous entends répondre, j'ai l'impression que vous nous parlez là, finalement, d'un crime planifié. Parce que lorsqu'on sait que dans ce même pays, au Congo, il y a eu déjà des recrutements dans l'armée et on sait comment cela se déroulait, généralement, les gens partaient dans les mairies, chacun dans sa mairie respective partait finalement se faire enrôler. Et cette fois-ci, curieusement, on appelait tout Brazzaville, comme vous avez dit, dans un pays où le chômage est massif, on appelait tout Brazzaville pour venir se faire enrôler en un seul
Et c'est un petit terrain parce que, et puis lorsqu'on parle du stade, ceux qui entendent parler du stade, ils ont l'impression que c'est des stades comme Olympia, comme Massamba Deba. Non, c'est un petit terrain de basketball et c'est là qu'on a massé tous ces jeunes. Est-ce qu'on peut Oui, parler d'un crime planifié? même si c'était dans un grand stade, je dis, au niveau du chômage où les jeunes se trouvent ici au Congo, ça allait toujours attirer un afflux et même à l'intérieur du stade, ce serait difficile de contenir les gens et de les organiser, de les mettre en file quand on sait que réellement la demande est élevée. Non, ce gouvernement et ses ministres et ses directeurs généraux prennent toujours plaisir de maltraiter le peuple à dessein. Quand vous voyez le recrutement, plutôt le recensement des retraités, ça se passe toujours dans des conditions de mépris, de maltraitance de la population. C'est comme s'ils prennent plaisir à voir les Congolais s'amasser, se battre, se fouasser. Ça leur fait plaisir. Et comme vous disiez, un tel recrutement, le pays est structuré, il y a des départements, il y a des villes, et dans chaque ville, il y a des arrondissements, il y a des quartiers. Et là, il ne s'agissait pas des jeunes déjà présélectionnés, qu'on pouvait dire qu'ils sont déjà pris en compte par l'armée et qu'ils peuvent être astreints à la discipline militaire. Mais il s'agissait soi-disant d'aller déposer les dossiers. Comment on peut appeler une masse de milliers de jeunes à aller déposer les dossiers en un seul lieu? Mais Pourquoi ne pas le mieux faire? encore, pardon Jean-Pierre Anyango, et mieux encore, c'est que nous sommes à l'ère informatique. L'ère informatique, on pouvait utiliser, par exemple, soit les jeunes pouvaient postuler en ligne, c'est possible, puisqu'aujourd'hui chacun a un smartphone, a un ordinateur, et comment on pouvait encore procéder tel que le gouvernement congolais a voulu le faire? Ben, c'est ce qui nous dit que c'est un gouvernement. D'abord, ils sont incompétents. Ensuite, ils sont méchants et cyniques. Ils prennent plaisir à ridiculiser, à humilier le peuple congolais. Quand on doit payer les gens, vous apprenez par exemple, les fonctionnaires, on vire les salaires un dimanche ou un vendredi soir. Et quand on sait que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, dès qu'on leur apprend que le salaire a été viré, même vendredi la nuit ou samedi dans la nuit, les gens vont se battre dans les banques ou devant les robots pour essayer d'avoir de quoi manger parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Et Mais ça fait... pire encore, comme vous êtes en train de le dire, comment se fait-il qu'on peut annoncer le virement des salaires par voie de télé, la radio? Est-ce que c'est normal dans un pays comme le Congo? Mais je dis, c'est leur pratique. C'est le manque de considération, de respect pour le peuple congolais tout court, qu'ils prennent comme des bêtes dans un poulailler. Quand on veut nourrir les poules dans un poulailler, on amène les grains, on amène l'aliment, on fait déjà des signes. Vous voyez les poules qui vont s'agglutiner autour des mangeoires, mais c'est comme ça qu'ils traitent les Congolais. Pendant ce temps, eux, ils ont des revenus confortables, ils n'ont rien à cirer, mais ils prennent réellement les Congolais pour des bêtes. Alors, Jean-Pierre Anyangoy, dans votre déclaration, vous vous interrogez d'ailleurs sur ce que les recrutements organisés dans les grandes entreprises, le cas de la SNPC, personne n'a jamais su à quel moment s'opère ces recrutements. On n'a jamais fait de bruit autour. Que voulez-vous dire par là? Quelle relation avec ce qui se passe? C'est que le recrutement massif des jeunes avec publicité, c'est pour aller dans l'armée. Et dans l'armée, c'est le seul débouché qu'on offre aux enfants des citoyens lambda.
Et pour aller faire quoi? Pour aller renforcer la structure de répression, l'outil de répression. Mais là où il y a des bons traitements, des bonnes rémunérations, les régies financières, les entreprises comme la SNPC, dans le port, mais on ne sait jamais à quel moment ça se recrute. Ça se passe en catimini, c'est réservé aux enfants des dignitaires. Voilà pourquoi je dis que c'est quand on recrute dans les grandes entreprises, on n'est pas au courant. Mais lorsqu'il s'agit d'aller dans l'armée, qui est le seul débouché réservé aux enfants des pauvres, des citoyens lambda, ben, on fait la publicité pour montrer qu'il y a des emplois. Toujours dans votre déclaration, plus loin, vous reprenez d'ailleurs à votre compte les paroles de Fidel Castro. Je cite, « Quand un peuple énergique et viril pleure l'injustice, tremble. Ce crime ne restera pas impuni. » Fidel avait prononcé ces mots. D'abord, c'était pour réconforter le peuple, mais c'était aussi pour avertir les Américains qu'ils allaient avoir une riposte. Et la riposte, il y en avait eu. Et maintenant, dans notre cas précis, l'injustice ici est incarnée par nos dirigeants qui sèment le malheur dans les familles. Et le peuple viril, c'est le peuple du Congo. Vous voyez que ces jeunes à fleur d'âge qui allaient chercher le travail sont morts. Maintenant, il faut les pleurer. Quelle tristesse dans les familles, quelle désolation. Du matin, naleli nayebaki te pourquoi mpona nini kaka ezala na ere wana nzambe ayoka biso mawa bajene na biso basili nani akobokola biso bamama bajene na biso basili nzambe ayoka biso tozali lisu na mobundeli mosusu te kaka nzambe Les pleurs, la douleur et la tristesse sont perspectives dans les lieux de deuil des victimes succombées suite au drame du stade Michel Ornano à Brazzaville dans la nuit du 20 au 21 novembre aux premières heures de la matinée. Les victimes aspiraient à un avenir radieux après leur intégration au sein des forces armées congolaises. Mais l'ambition a tourné en tragédie, laissant leurs parents affligés et dans la désolation. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon enfant était déjà décédé. Je souffre énormément. Que ferais-je? C'est mon unique enfant. Ces parents de victimes sont envahis par la tristesse, ce, en dépit de la prise en charge par l'exécutif des frais de veillée mortuaire et d'inhumation. Et ce gouvernement, le mieux qu'il va faire, c'est dire on va organiser les obsèques, on va vous remettre l'argent pour les veillées. Et dans le meilleur des cas, ils vont peut-être donner des enveloppes de 3 millions, 2 millions aux parents éprouvés. Vous pensez que ça va compenser tout ce que représentaient ces jeunes pour leur famille d'abord et pour le pays? On a vu les cas des explosions de Mpila. Jusqu'à aujourd'hui, les victimes errent encore sans domicile. Pendant ce temps, les maisons ou les logements sociaux construits en Mpila ne sont pas attribués, sont vides. Et les victimes des explosions de Mpila sont encore en train d'errer dehors. Et on leur avait donné, je crois, 3 millions ou 2 millions comme ça, où on donne ça par tranche 500 000. Vous croyez, avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et quand je dis que le crime ne devrait pas être impuni, je pense d'abord que c'est le gouvernement, c'est le président de la République
qui devrait punir les responsables dont j'ai fait état. Au besoin même, tout le gouvernement devrait démissionner, mais à défaut de tout le gouvernement, au moins les têtes d'affiche que nous avons citées dans notre communication. Pour une fois de plus, je dis pour une fois, que ce crime, que ce drame ne laisse pas impunis ses auteurs, car il y a bien des auteurs, il y a bien des responsables. Mais n'est-ce pas que, pardon Jean-Pierre Anyango, n'est-ce pas que le premier responsable, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même, le chef des armées, puisqu'il s'agit ici d'un recrutement dans l'armée? Oui, il est premier responsable en tant que président de la République, président du Conseil des ministres, commandant en chef de l'armée. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il incarne tous les pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et toute l'administration. Donc, il est le premier responsable. Ensuite, en descendant, il y a les ministres concernés, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général, les directeurs généraux de la sécurité, de la gendarmerie et de la police, et leurs collaborateurs qui ont été à la manœuvre dans cette opération dramatique. Ce qui est curieux d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez constaté, c'est vrai que le procureur de la République était déjà sur place, en train d'interroger les hommes qu'il a trouvés sur le terrain, mais curieusement, après, on a nettoyé la scène du crime, alors qu'il fallait bien attendre que les enquêtes aillent jusqu'au bout, parce que sinon, après, on se pose la question de savoir la suite, ça sera quoi après avoir pris en charge, comme ils disent eux-mêmes, les deuils, l'organisation des deuils. Et puis, voilà, la suite, ça sera quoi? Parce que les gens attendaient qu'il y ait un procès, bien entendu, pour que les coupables répondent, comme vous êtes en train de le dire. À ce moment-là, moi, ma question, évidemment, vers vous, c'est de savoir comment vont-ils punir les responsables de ce crime, puisqu'ils ont commencé déjà à nettoyer, à effacer la scène de crime. Bon, je crois que le tout, c'est l'attitude réelle. Est-ce qu'ils ont la compassion? Est-ce qu'ils ont le sens de la responsabilité? Sinon, je crois que c'est assez simple d'établir les responsabilités. On connaît les gens qui étaient, il semble qu'il y avait une commission qui devait organiser ou qui était chargée d'organiser cet enrôlement. Donc, ils sont connus. C'est simple, on n'a même pas besoin d'aller chercher les preuves sur le site. Simplement, les actes sont là, les conséquences sont là, les responsables de l'organisation de cette opération sont connus. Donc, on n'a même pas besoin. Maintenant, le procureur de la République, c'est toujours son habitude. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas de Cana. Il va interroger, il montre aux yeux du monde qu'il fait le travail et que les gens vont être sanctionnés, mais après, il n'y a rien. Il l'a fait, mais on va attendre. Après, il n'y a rien. Et comme c'est là le plus important, à mon avis, c'est notre peuple, c'est nous, les hommes politiques, c'est nous, les intellectuels, les élites, qui devons réellement organiser, aider le peuple à s'organiser pour dire non à ces gouvernants. Parce que ces faits se multiplient et il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de mesure parce qu'ils sentent que le peuple est résigné. Il faut bien que notre peuple, que nous, les politiques, que nous, les intellectuels, la jeunesse, qu'on sorte à jamais, on prenne la décision à jamais de rompre avec la torpeur, avec la peur, pour dire aux dirigeants que trop c'est trop. On ne peut plus supporter ce genre d'actes.
tant qu'on se taira, tant qu'on ne se limitera qu'à dénoncer et à nous plaindre et puis ensuite à nous taire, mais ça va continuer. On attend, on se demande quel est le prochain drame qu'il va encore en avoir. Espérons qu'un autre drame n'arrivera pas. Alors, on va conclure par cette dernière question. Alors que tous les Congolais sont dans la tristesse et le regret d'ailleurs de ce qui vient de se passer, c'est quand même beaucoup de jeunes qui sont morts, qui étaient partis chercher du boulot, mais bon, qui ont été servis autrement. C'est bien dommage. Je vais vous laisser suivre un extrait d'un reportage. Il s'agit bien sûr de Denis Sassou Nguesso qui est attendu en Guinée équatoriale. Et nous apprenions qu'il serait déjà parti au moment où nous sommes en train tous d'observer un deuil. Suivez. L'Afrique poursuit inlassablement sa bataille pour une représentativité équitable au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour rendre cette bataille plus efficiente, l'Union africaine a confié en 2005 la responsabilité du suivi du processus de négociation sur la réforme de cette plus haute instance de la gouvernance mondiale à un comité composé de 10 chefs d'État africains, C10 en sigle, à raison de 2 pays par zone géographique. Le C10 demande donc pour le continent 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 nouveaux sièges non permanents. En attendant l'aboutissement de la démarche, les rencontres se suivent chacune avec ses particularités, au nombre desquelles celle de mai 2014 à Oyo dans le département de la Cuvette et en perspective celle de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023 en Guinée équatoriale. Cette dernière rencontre, qui va se tenir dans le droit fil de la réunion ministérielle de janvier 2023 à Brazzaville, va connaître la participation des chefs d'État du C10, dont Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Bien voilà, alors Jean-Pierre Adiangoy, certaines indiscrétions nous ont dit qu'il serait déjà parti en Guinée équatoriale au moment où nous sommes en train évidemment d'observer un deuil. Et je me rappelle aussi, je crois dernièrement, lorsque l'épidémie de la chigulose s'est éclatée à Dolisie, il s'est envolé pour le Rwanda. Quelle lecture faire de ce comportement si jamais il est vraiment parti? Ben, ça ne m'étonne pas qu'il parte, Christian Perrin. C'est ce que j'étais en train de dire, que ces gens, en commençant par la tête, n'ont aucune considération pour le peuple congolais, aucune considération pour la vie humaine et la vie des Congolais. Ils ne peuvent sentir la douleur, la compassion que lorsque le malheur frappe leur famille. Est-ce qu'on peut imaginer un président de la France, un président des États-Unis, quand c'est seulement même un citoyen, quand il y a les terroristes qui tuent 1 ou 3 citoyens, c'est toute la République qui est en deuil, c'est toute la République qui est mobilisée, en commençant par le chef de l'État. Mais chez nous, dans de telles circonstances, où la responsabilité de l'État est engagée, où il y a mort de plusieurs jeunes, le chef de l'État ne devrait pas sortir pour aller faire quoi en Guinée? Quel est le problème qu'il va aller résoudre en Guinée? Qu'est-ce que ça va rapporter au peuple congolais? Ça veut dire que la vie des Congolais ne compte pas pour lui. Ce qui compte, c'est son pouvoir, c'est sa famille. Et face donc à ce comportement, que doit faire finalement la population congolaise? Et votre réponse va compter pour le mot de la fin. Ben, la réponse, je l'ai déjà indiqué, c'est exhorter notre peuple. Et je dis aussi exhorter, j'exhorte, je n'ai cessé de le faire au niveau du pape, que les responsables, surtout ceux de l'opposition, doivent s'unir et donner l'exemple au peuple, sortir de nos égos, et quand le peuple verra, parce qu'on peut dire au peuple, prenez vos responsabilités, mais
des dirigeants politiques, des hommes politiques sérieux, nous ne pouvons pas éternellement dire au peuple de prendre ses responsabilités si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être unis pour montrer l'exemple au peuple et que nous prenions le devant pour que le peuple nous suive. Et à ce propos, je me souviens d'un ouvrage de Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi au temps du Mono, qui parlait du rôle de l'action créatrice des masses et du rôle déterminant des cadres. Le peuple, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que notre peuple n'est pas vaillant. Il n'est pas le plus médiocre des peuples. Ce sont plutôt nos dirigeants qui sont médiocres, qui doivent rompre aussi avec la médiocrité, avec la passivité, pour que le peuple soit éveillé, organisé et capable de dire non et de renverser les rapports de force parce que ce pouvoir compte sur la répression qui est son meilleur outil pour museler le peuple, pour museler toute velléité de revendication, de contestation. C'est la répression. Et pour vaincre la répression, il faut être moralement aguerri et il faut avoir des leaders qui mobilisent le peuple pour affronter la dictature, car en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette édition spéciale. Drame d'Ornano. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, des gestes que nous allons vous rappeler tout le temps pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs après avoir partagé massivement cette édition. Et dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.